Si vous agitez les chapeaux pour dire que vous êtes content, si vous agitez les bras, eh bien ce sera comme des applaudissements. Alors le Bronco vient de se poser sous la main qui a c'est le seul Bronco vol en Europe, c'est la première fois. Bravo. Voilà, l'huile de ricin, la forte odeur, et on salue également le pilote, M. Verdussin, Anthony Pichon. Ouais. Et alors, l'huile de ricin, c'est tout à fait vrai ce que je vous raconte. L'huile de ricin, malheureusement, elle a une vertu pour les médecins, c'est qu'elle est laxative. Et au début de l'aviation, les moteurs, il n'y avait pas de capot, donc les jeunes pilotes et les vieux, ils absorbaient beaucoup d'huile de ricin. Comme ça. C'était pas du tout la communication de beaucoup de Bon, maintenant, on va finir de baratiner les gars. Bon, alors, je vous rappelle un peu le contexte avant qu'on commence. En 1917, de nouveaux avions qui sont plus rapides, qui ont des pilotes qui sont beaucoup plus audacieux, ça fait beaucoup plus d'évolution dans le ciel. Je vous parle par exemple du 14. L'équipage était composé de deux messieurs, France km. Plus d'un quart de siècle dans l'armée française. Et ils ont surtout ouvert la voie pour Dassault. Dassault qui est devenu en quelque sorte, grâce aux Flamands, bien spécialiste du Charles Robert qui cherchait pour la Paname, qui souhaitait ouvrir une division d'aviation d'affaires, la première au monde, ouvrir une division, eh bien... Oui, Michel. Construire systématiquement en métal. Après avoir après avoir arrêté de faire des avions après la guerre de 14 parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait plus de marché. Donc à la fin des années 30, sa société a été partie nationalisée. Elle est devenue la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, SO. Et donc tout son bureau d'études s'est retrouvé au Sud-Ouest. Et il a travaillé sur un bimoteur de combat qui était le bloc 170, la version la plus célèbre, c'est le bloc 174. Voilà, et puis ce qu'on s'était dit, voilà, qui est en quelque sorte, après le Flamand, l'ancêtre des Falcons, et on va écouter un document rare, deux documents rares, Serge Dassault, qui raconte cette histoire lorsque Charles Lindbergh est venu américain, qui est venu c'est la première. On écoute tout de suite Serge Dassault. Qui cherchait à développer un avion d'affaires pour la Paname de l'époque. Il est tombé un jour sur le Falcon, dans le thé Bordeaux. Et il a été tout de suite séduit par l'avion. Et c'est grâce à lui qui a donc proposé à la Paname d'acheter des Falcons qu'on a pu lancer la première série Falcon. On a transformé Mystère en Falcon parce qu'en américain, Mystère ça se prononce mal. Falcon, c'est Falcon. Voilà, vous savez, dans la vie, les succès, les échecs sont souvent des questions de hasard, hein, de chance, pas de chance. Voilà le Flamand qui est en quelque sorte l'ancêtre des Falcons. Et vous allez voir que Marcel Dassault
Le papa était extrêmement visionnaire. Dans la distribution de la réalisation formidable. Et il sera facile, grâce à une centrale à inertie et un calculateur, de régler les commandes d'un avion pour qu'il atterrisse n'importe où à des milliers de kilomètres. Pour faire voler les Flamands, eh bien, il fallait des moteurs de 600 chevaux. Et ces moteurs de 600 chevaux, on les a trouvés chez Renault, qui, pendant la guerre, avait fabriqué sous licence le moteur Argus. Et donc, ce que vous entendez, c'est le son des moteurs V12 inversés, refroidis par air, Argus, repris par Renault, comme les Renault 12S et 12T. On les a entendus.
quand vous avez un avion comme ça, avec un long capot et un gros moteur devant, vous ne voyez rien du tout devant vous. Et pour voir quelque chose, le seul moyen, c'est de rouler un petit peu en zigzag pour voir un coup dans le zag à gauche, dans le zig à droite. Et c'est comme ça que effectivement les avions roulaient quand ils étaient très près les uns des autres pour se voir, pour se suivre. Et c'est ce que nous on fait de Alain. Ça c'était un appel. Et pour en faire recommencer. Donc j'avais fabriqué d'immenses maquettes d'Hawaï et d'Oahu dans lesquelles les pilotes japonais, au-dessus desquels les pilotes japonais avaient préparé leur attaque. Alors quand j'ai vu une maquette, c'était une maquette sur laquelle les pilotes pouvaient marcher. Donc très méticuleusement, les Japonais avaient préparé leur attaque en sachant exactement où chaque navire de guerre américain était amarré. Et le ciel tout d'un coup s'est animé de vibrations étranges. Sur ses ailes, ont glissé, sont tombés, sont partis. Et
c'est là qu'il a vu que Wells était aux prises cette fois avec un terrible chasseur japonais qui était le Zéro. Les distances entre les deux avions qui simulent le combat en l'air sont très réalistes. Si en 14-18 on se tirait dessus presque à bout portant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les distances de tir pour être efficaces ne devaient guère excéder 250 ou 300 mètres, ce qui était déjà beaucoup. Le Zéro était beaucoup plus manœuvrant que le Per-40. Mais il avait un gros désavantage, c'est qu'à très haute vitesse, ses commandes étaient très difficiles à manœuvrer. Au-delà de 350 et 400 km/h, le Zéro n'était presque plus manœuvrant, alors que le P-40, lui, comme tous les avions américains qui avaient des structures beaucoup plus rigides, l'était. La version du P-40 que vous voyez ici n'est pas celle qui existait en 1941. Elle est beaucoup plus puissante et pour qu'on puisse lui installer ce moteur plus puissant, il avait fallu aussi rallonger le fuselage. Parce que le P-40 était au départ un avion difficile à piloter. Un avion monomoteur à hélice a la désagréable envie de tourner dans le sens contraire de son hélice. C'est ce qui impose aux pilotes, et cela existe sur beaucoup d'avions de tourisme, de devoir agir sur le palonnier pour éviter que l'avion ne s'incline d'un côté et ne vire de ce côté. Et sur le P-40, cet effet du temps était extrêmement important. Si bien que une légende disait que l'on reconnaît un pilote de P-40 à l'épaisseur de ses cuisses. C'était de la légende. De l'aviation, le P-40 n'occupe pas la place qu'il devrait, parce que d'autres avions étaient plus prestigieux. On parle beaucoup du Spitfire et du Mustang.
Mais c'est oublié que le Spitfire et le Mustang étaient dotés de moteurs qui leur permettaient de voler à grande altitude. C'était pas le cas du P-40, un avion de basse et de moyenne altitude, qui était utilisé pour des tâches moins nobles que la chasse, que la chevalerie du ciel, certes, mais extrêmement précieuses et extrêmement dangereuses, qui était l'attaque de cibles au sol. Et c'est comme ça qu'un vieux pilote américain nous racontait qu'il préférait le P-40 au Mustang, parce que lorsqu'ils attaquaient des cibles au sol, les artilleurs allemands, qui étaient toujours un peu courts, avaient tendance à atteindre non pas les moteurs, mais que les avions. Et le problème des Mustangs, c'est que dans l'arrière du fuselage et l'arrière du pilote, ils ont une partie vitrée. C'est pas du tout que c'est un pilote à un place, non. C'est que pour que le pilote puisse bien voir derrière lui, et c'était très important puisque c'est par l'arrière qu'il risquait d'être attaqué, il fallait vitrer une partie du fuselage pour lui permettre de voir. Vous pouvez faire l'expérience. Vous tenez votre main ouverte à peu près au niveau de votre oreille et vous essayez de regarder derrière. Vous verrez que vous ne le voyez pas, vous verrez que votre main. Mais si la main, vous la posez sur l'épaule, c'est-à-dire que vous la rendez transparente, vous verrez tout de suite beaucoup mieux. Et pour ça, donc, il y a des vitrages à l'arrière de l'intérieur du pilote. Le pilote du P-40, ici, est heureusement Jean-Michel Darboux. À la fois l'équipe de voltige que vous avez pu apprécier il y a moins de 45 minutes dans le ciel et la patrouille de France qui va pas tarder à arriver. À mes côtés, je suis accompagné de l'officier communication de notre unité, la capitaine Dujardin, et avec elle on aura l'honneur de vous commenter cette démonstration qui va débuter à 0 h. Alors vous pouvez peut-être l'apercevoir devant nous, eh bien il y a notre... Alors mesdames et messieurs, regardez sur votre gauche les enfants, à présent votre patrouille, la patrouille de France 2023, qui vous salue avec du bleu, du blanc et du rouge, ce magnifique ciel parisien pour l'occasion. Afin de garantir la stabilité de toute la patrouille. Alors mesdames et messieurs, n'hésitez pas à les applaudir pour les encourager, ils sont là pour vous. Ils se sont fixés ce défi incroyable de la rigueur, de l'excellence et de l'exigence. Entendre la voix du leader, le commandant Declercq, qui guide ses équipiers, bien évidemment, à la voix. J'ai rentré. J'ai rentré. Large à gauche. Vous l'apercevez à la pointe arrière de ce losange, Athos 4, dit le charognard, et le commandant Julien Decorte. Il est la pièce maîtresse de la colonne, l'axe de la patrouille sur lesquelles les ailes reculent ou avancent pour vous présenter différentes formations. C'est un pilote de Mirage 2000D qui, en plus d'une riche carrière opérationnelle, a pris la tête de la patrouille des Couteaux Delta pour la saison 2021. Il vole dans le sillage du leader, s'inspirant de chacune de ses trajectoires, en vol comme au sol, et prendra la place à la tête de la patrouille de France la saison prochaine. Mesdames et messieurs, eh bien, magnifique tour de convoyé effectué par la patrouille de France. Formation Nos Anges.
Il effectue sa 4e et dernière année au sein de la patrouille de France. Nous les écoutons. Et les barriques et les tonneaux étant à peine terminés, la formation se resserre pour rejoindre la formation de prédilection, la formation Diamant. Et oui, mon commandant, la moindre erreur d'exécution peut gâcher ce tableau. Et c'est ce que la patrouille de France veut vous montrer. Cher public, un engagement sans faille et sans filet. Alors vous le constatez, les figures s'enchaînent à une vitesse. Et à présent, eh bien, la patrouille se présente devant vous, gauche vers la droite. Évoluer dans l'espace sans contrainte est ancré dans l'ADN des aviatrices et aviateurs. Le ciel et l'espace ne font confiance. Bon nombre d'entre eux sont passionnés par tout ce qui vole de la très basse altitude jusqu'aux portes du cosmos. C'est pour leur rendre hommage que la patrouille effectue maintenant la statue, figure qui fait appel plus que tout autre au sens de la trajectoire. Et pour tout vous dire, c'est la préférée des Athos. Alors après être passé par la formation flèche, les ailes reculent à présent aux ordres du leader pour passer devant vous en formation d'art tricolore pour tout le monde, mesdames et messieurs, sur vos applaudissements. Alors l'année 2023 représente une année exceptionnelle pour nous, car elle permet de mesurer le chemin parcouru depuis ces 60 ans. Et emmené par le box avant, le 0 qui se dessine dans le sel et par le box arrière, et bien le 7, mesdames et messieurs, l'on dit à la patrouille de France. Mesdames, messieurs, sur votre gauche, Athos 6 en bleu. Sur votre droite, Athos 5 en rouge. Attention pour le contrôle. Superposé comme on a l'habitude de le dire. Alors ce n'est pas fini. Regardez bien. Et de deux. Et de trois. Et les yeux, messieurs. Une montée symétrique et une sortie. De la force aérienne belge
extrêmement déçu, les Français aussi. Dont l'Ukraine réclame aujourd'hui 48 exemplaires. Alors ce qu'ils lancent là, ce sont des leurres qui sont destinés à éloigner les missiles infrarouges qui se guident sur la chaleur du matériel. La différence entre une commande classique et une commande électrique, c'est que les commandes de commande électrique sans danger, parce que l'ordinateur réagit immédiatement pour remettre l'avion dans une configuration de sécurité. Voilà. Au revoir et merci, un grand merci à la force aérienne belge. Je vais parler de c'est peut-être le seul qui vole actuellement. Commandé aux Américains des milliers d'avions qu'ils ont payés avec leur réserve d'or. Sont soudain descendus, mais vrai signal
52, la tente Jus en Allemagne, un peu de la bataille de France et de la revanche un petit peu des forces aériennes françaises libres. Ça va il avait cela de pratique qu'il pouvait se poser à peu près n'importe où. Mais sa lenteur était aussi un inconvénient grave. Les cartes des G50 Neo qui étaient comme ça. Et l'industrie allemande était à ce point qu'il a fallu sacrifier la fabrication des G52. Alors, regardez bien cet avion, le Pilatus P2. En fait, il est dans le film Indiana Jones. Il a été refait. Deux Pilatus P2 apparaissent dans le film, celui de Saint-Lambert et celui-ci, celui de la Ferté-Alais. Saint-Lambert, c'est une autre association d'avions anciens. Je crois qu'une partie du film a été tournée ici d'ailleurs. Voilà. Comme je l'ai dit au départ, c'est un prototype de Messerschmitt qui a été construit en France, qui était le premier prototype avec un moteur Argus. Et donc, bien évidemment, les pièces étaient d'origine Messerschmitt. D'ailleurs, dans la nomenclature des pièces de Ralpha, sur la première page, il y a les premières lignes, les pièces sont numérotées Cyril Farraguet. Dans le Nord Alpha, c'est Didier Staras. Une grande partie du trafic aérien européen, en 1939, était accaparé par les Douglas DC-2 qui étaient fabriqués par Fokker. Quelque chose comme 5000 chevaux viennent de vous faire vibrer mon tympan. Donc, des systèmes ferveur avec eux. Parce que la France, malheureusement, en 1940 a été vaincue par la Tchécoslovaquie. Après des combats douloureux et difficiles. Un avion assez agile, avec 1000 chevaux, pas très compliqué à piloter, mais qui a été très mal utilisé. Ça, c'est pas de la faute des pilotes, c'est pas de la faute vraiment de l'armée de l'air. À quoi pouvait servir des avions? Et ce Curtiss H-75, il est préservé en Grande-Bretagne. Et nous sommes très très heureux de le voir dans le ciel de France. Cet avion, le P-36 Curtiss H-75, aux États-Unis,
À l'origine, ils étaient armés avec des mitrailleuses lourdes, mais en France, on a estimé qu'il valait mieux lui mettre des mitrailleuses légères, parce qu'elles avaient des cadences de tir plus élevées. C'est vrai que les mitrailleuses d'armes françaises avaient une cadence de tir extrêmement élevée. Ce sont des armes extrêmement létales, mais l'avantage des plus gros calibres, c'est que les munitions ont plus d'inertie, elles vont plus loin. Et qu'il est plus facile avec elles de tirer à plus grande distance. Des Français. Alors les Spitfire que vous voyez, ce sont pas ceux de 1944 qui sont venus après le débarquement. C'est la version la plus puissante du Spitfire, le Spitfire 14 avec un moteur de 2200 chevaux à Griffon. C'est un V12 d'une cylindrée un tout petit peu plus élevée que celle du Berlin, mais qui a à peu près le même, parce que les parachutes, c'est à l'époque des voitures, il y avait des fameuses coupoles, et là, ils descendaient très très vite. Moins longtemps, ils étaient en l'air, et mieux ça valait pour eux. Et puis en outre, c'est au sol que les soldats étaient attendus. Axel Valade vous montre comment cet avion était manœuvrant. Ouvrir les oreilles pour écouter les sons. Les moteurs allemands et les moteurs américains avaient des sons assez différents, et puis pour essayer de voir en plus avec les yeux s'il y avait des avions qui arrivaient qu'on n'entendait pas. Vous voyez comment ces bandes d'identification rapide, qu'on a appelées un peu rapidement les bandes de débarquement, sont bien visibles sur les ailes d'un des deux avions.
espèce de wagon volant des Britanniques. Et puis en France, on avait quelques bons avions de transport, mais très très peu nombreux. On a eu 12 blocs 920 ou 16 blocs 920, pas plus par exemple. Le bloc 920 qui était une copie en plus petit du DC-2. Voilà. Transporter des passagers et quelquefois même des VIP du gouvernement britannique. Et en route, il avait aménagé son avion avec des appareils photo bien cachés et photographiait l'Allemagne. Alors ce petit avion avec ces deux moteurs de 250 chevaux qui était fait pour les États-Unis, c'est-à-dire Sirius. Et dans l'autre Spitfire, qu'est-ce qu'on avait là? Il a mis Charbonnel. Donc, l'avantage de ce qu'on appelle la photo oblique, c'est qu'on voit bien les ombres et qu'on peut mieux évaluer la hauteur des bâtiments que l'on photographie. N'oubliez pas, Merci Raphaël, merci beaucoup. C'était un peu l'antithèse d'un pilote comme Joseph Foss, qui est le grand as de l'US Navy, et qui lui ne raisonnait qu'en vitesse, en angle, en facteur de charge, et qui ne pouvait être compris que par d'autres pilotes, des élèves pilotes, et qui étaient un peu barbants quand il parlait. Ça avait motivé les gens. Il avait du charisme.
Voilà, ce sont les ambassadeurs de l'armée de l'air. De France que vous allez pouvoir retrouver pour le carponier de l'armée de l'air. Alors cet avion aussi, il a le poste de pilotage très reculé vers l'arrière, tout simplement, pour que le pilote puisse vraiment voir bien en dessous de lui, puisqu'il y avait là aussi, il fallait savoir observer la mer pour retrouver un porte-avions ou trouver les navires ennemis. Par contre, pour les pilotes, c'est pas ce qui est confortable, parce que là, il encaisse beaucoup d'accélération. De Suez, le canal de Suez, sont intervenus contre l'Égypte pendant cette très malheureuse affaire en 1956. On va de continent, je ne peux pas te dire. Sorti. La crosse est relevée. Bon, c'est vrai que dans l'armée de l'air, il n'y a pas besoin de la crosse, mais encore qu'aujourd'hui, qualifiés de flics dans l'armée de l'air française, qui ont été... Allez, mesdames et messieurs, ceux que vous attendez depuis quelques temps maintenant, ils se sont posés. Un plaisir pour nous d'être ici à la Ferté-Alais. Merci beaucoup aux organisateurs et merci à vous, cher public, car c'est grâce à vous que l'on peut organiser. Allez, on reprend. Donc les utilisés par la force aérienne républicaine vietnamienne, ce qu'on appelait le Vietnam du Sud.